Mesdames et messieurs, bonjour. Le pétrole est une question de souveraineté nationale. Le pétrole, c'est la seule richesse qui permet à l'Algérie d'être souveraine. Nous ne sommes pas un pays qui produit. Nous ne produisons pratiquement rien. Dernièrement, on produit un peu d'agriculture pour atteindre l'autosuffisance. Mais nous ne sommes pas un pays exportateur, nous ne sommes pas excédentaires tels que les Allemands, par exemple. Notre industrie est à peine 5% du PIB national. C'est dire que nous sommes très pauvres en matière de production. Donc ce qui se passe autour du pétrole nous concerne, j'allais dire, jusqu'au rang de la sécurité nationale. Malheureusement, ces derniers temps, avec la crise, la pandémie du Covid et la chute du prix du baril, l'Algérie risque d'avoir une crise. D'abord une crise d'endettement dans les budgets, et cet endettement va aboutir certainement à une crise qu'il faut gérer tôt ou tard. Pour débattre du pétrole, nous avons deux invités. Monsieur Mechraoui, ex-vice-président de Sonatrach, et nous avons fait appel à un expert du pétrole, Monsieur Francis Perrin, expert international. Monsieur Mechraoui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire l'année 2020, c'est encore une année d'un choc pétrolier? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Marhaba bik, Si Ahmed. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz, bien sûr, parce que nous, en Algérie, nous avons des hydrocarbures composés. Aujourd'hui, nos exportations sont à plus de 50% composées de gaz. Donc, le gaz est important également. En ce qui concerne le pétrole, nous avons la contrainte, en plus des conditions imposées, nous avons une contrainte de réduction obligatoire de la production. Et nos capacités de production dépassent le 1 million de barils par jour. Malheureusement, nous ne produisons que 800 000 parce que l'Algérie est tenue par le respect de son quota. Donc, l'année 2020 est une année qui a démarré difficilement et la pandémie a accentué les difficultés que nous traversons en tant que pays sur le plan de l'économie. Comme vous l'aviez bien signalé, l'économie algérienne se base pratiquement à 90% des hydrocarbures d'une manière globale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée de la pandémie a provoqué un choc tout à fait inattendu et a déstabilisé le marché et également provoqué des dysfonctionnements dans de nombreux pays, y compris le nôtre. Donc, ce qui s'est passé avec l'OPEP aujourd'hui n'est plus en mesure de prendre le gouvernail seul. Elle fait appel à d'autres pays et c'est la raison pour laquelle toutes les décisions qui sortent concernant la réduction de la production sortent de ce qu'on appelle l'OPEP+. Donc, et cet OPEP+, n'a pas été en mesure de régler le problème seul, encore une fois. Il a fallu faire appel à d'autres pays qui ne faisaient pas partie de cette... Les pays non OPEP. Absolument. Ouais. D'autres pays qui ne font même pas partie de l'OPEP+. Et il a fallu donc réunir tout le monde pratiquement autour de la table, y compris les États-Unis, parce que les États-Unis, premier producteur mondial, grâce au pétrole de schiste, et s'est retrouvé dans une crise également, parce que les États-Unis, ils ont la particularité d'avoir une réglementation et des dispositions qui sont particulières. C'est le privé qui gère ça. Donc, le seul moyen aux États-Unis de réguler le marché, c'est par le prix. Et le prix, quand il descend
à moins de 20 ou à moins de 30 dollars, automatiquement, il y a des conséquences négatives au niveau des États-Unis. La production a diminué, ils ont perdu peut-être plus de 1 million de barils, sans pour autant être dans le sillage de l'OPEP. On reste, M. Mechraoui, dans le cadre de l'OPEP, dont je relève une déclaration qui dit un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire. C'est-à-dire, c'est en ces termes que l'OPEP décrivait la situation du marché en avril dernier. Ça me pose la question, j'ai posé la question à M. Francis Perrin, en lui disant, est-ce que vraiment on annonce la fin du pétrole? On l'écoute répondre. L'année 2020 a été effectivement une année très difficile pour le secteur pétrolier, avec un choc historique et brutal, qui pourrait déboucher sur une baisse de la consommation pétrolière mondiale d'environ 10%, donc recul de 10% en 2020 par rapport à la moyenne de l'année 2019. Cela dit, il ne faut pas oublier que le pétrole demeure à ce jour la première source d'énergie dans le monde, c'est-à-dire celle qui est la plus consommée. Le pétrole représente à peu près un tiers de la consommation mondiale d'énergie. De plus, outre ce rang de numéro 1, le pétrole reste aujourd'hui la seule énergie indispensable. Les autres énergies, on peut s'en passer en les remplaçant par d'autres. Le pétrole, aujourd'hui, on ne sait pas le remplacer dans 4 domaines clés: les transports routiers, les transports aériens, les transports maritimes et la pétrochimie. Cela dit, on n'est pas forcément toujours indispensable. Il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions sociétales, il y a l'impératif de la lutte contre le changement climatique qui fait que la communauté mondiale, si ce terme a un sens, voudrait réduire la part des énergies fossiles. Énergie fossile, cela veut dire pétrole, charbon, gaz naturel. Cela dit, le pétrole restera encore pendant longtemps une énergie essentielle. Il y aura des évolutions fortes, mais ce ne sera pas à court terme, ce ne sera pas à moyen terme, ce sera à long terme. Donc, ce qui dit l'expert Francis Perrin, ce n'est pas la fin du pétrole. Par contre, on relève 2 choses essentielles. Il dit la baisse de production elle est de 10%, et le prix baisse aussi, le prix du baril baisse. Donc il y aura une baisse du prix, une baisse de production. Nous, en Algérie, pour revenir chez nous, parce que c'est ce qui nous importe, on ne maîtrise même pas les coûts de production. C'est-à-dire les coûts de production peuvent dépasser, des fois ne pas vendre est mieux que vendre. Ça, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer, ces données ne sont pas du domaine public, et je pense que Sonatrach, qui est le principal producteur en Algérie, gère sa production, et je pense que de toute façon, en tant que société commerciale, son rôle est de ne pas perdre sur sa production. Je pense que cette logique n'est pas très valable. Il y a beaucoup de pays qui ont opté pour arrêter de commercialiser leur pétrole. Absolument. Ils vont opter pour acheter le pétrole ailleurs que vendre parce qu'ils ne maîtrisent pas les coûts de production. Et les coûts de production sont tellement élevés qu'ils préfèrent ne pas vendre. Je pense que le problème, il faut le voir d'un autre angle. Par exemple, aux États-Unis, la production, pour produire des puits de gaz de schiste ou de pétrole de schiste, il y a un seuil minimal, c'est-à-dire, par exemple, au-dessous de $30, ils sont en perte. On n'est pas dans la même situation. Et cette situation a provoqué des faillites aux États-Unis. Beaucoup de sociétés sont parties en faillite à cause du prix du pétrole. Et c'est ce qui a fait que les États-Unis ont perdu de leur production également. En Algérie, c'est différent, dans la mesure où nous avons la Sonatrach avec ses partenaires, parce que pour le pétrole, nous avons 50% de pétrole qui est produit avec les partenaires de Sonatrach, c'est-à-dire
l'ancienne Total. Anadarko, Total, etc., ils participent à la production de pétrole. Donc, sous forme de contrat d'association, bien sûr. Et là, jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie n'a pas eu recours à la fermeture des puits. Parce que la fermeture des puits signifie justement la non-rentabilité de ce puits-là. D'accord? Donc on n'est pas encore dans ce schéma de faillite ou là comme aux États-Unis. Donc par contre, la question qui se pose pour nous, c'est comment assurer les revenus pour le pays. C'est beaucoup plus cette question qui est primordiale. Il y a quelques années, l'Algérie a pu obtenir des exportations du pétrole un revenu de 60 milliards, ce qui est même un peu plus de 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, pour l'année 2020, on parle d'une clôture à 23 milliards de dollars. Et là, c'est vraiment difficile à consommer, disons, à prendre en charge, parce qu'avec 23 milliards de dollars de revenus, et en face des dépenses qui atteindront facilement les 40 milliards de dollars, donc on va être en déficit. Et c'est ça le vrai problème de l'Algérie. Donc la seule façon de contourner ce problème, c'est de diversifier, c'est d'aller réellement vers une diversification effective. Est-ce que c'est Ahmed Sonatrach joue vraiment le jeu et est-ce que gère la situation politiquement et stratégiquement auprès de l'OPEP et auprès de ses partenaires bien comme il faut? C'est ça la question qu'il faut poser. Maintenant, on a vu que le président de la République il a ordonné plusieurs audits. On sait que Sonatrach vit au-dessus de ses moyens, parce que c'est un secret polichinelle que de dire il y a une pléthore du personnel de 65% à Sonatrach. Hein, donc c'est une batte où il faut... Qu'est-ce que vous en pensez, M. Mchelaoui? Écoutez, Sonatrach, c'est une société, à sa naissance, elle avait un objectif de prendre les ressources nationales, c'est-à-dire de prendre le dessus sur les sociétés étrangères. Et avec les nationalisations de 71, l'objectif a été atteint entre 63 et 71. Donc Sonatrach a pu atteindre cette situation-là et assurer donc la Khortaha. Elle était le représentant de l'État pour tout ce qui est secteur énergétique, hydrocarbures bien sûr, et à partir de 2005, l'État a décidé de retirer à Sonatrach ses prérogatives, c'est-à-dire les prérogatives de l'État. Et Sonatrach est devenue une société commerciale. À partir de 2005, elle n'avait plus la mission, par exemple, d'être le bras de l'État dans ses relations avec les partenaires, etc. Donc aujourd'hui, Sonatrach doit, en tant que société commerciale, elle doit regarder plus la rentabilité de sa société, elle doit regarder plus l'efficacité et elle doit regarder plus la réduction des coûts, parce que c'est à travers la réduction des coûts qu'elle va améliorer ses bénéfices. Voilà, il faut revenir toujours au coût. Monsieur Mchelaoui, merci beaucoup, c'est-à-dire le débat est passionnant. On revient juste au débat, juste une pause et on revient. On revient, mesdames et messieurs, à notre passionnant débat sur les énergies, ou précisément sur le pétrole. Cette fois, en posant la question sur l'énergie alternative. Beaucoup de pays, maintenant, penchent sur l'énergie verte ou sur l'électricité. Il y a le président de BP qui vient des compagnies sont en train de compresser les travailleurs du pétrole pour se convertir à l'énergie verte. On a posé la question à M. Francis Perrin, voici sa réponse. 2020 est et sera une année très difficile pour les compagnies pétrolières. En effet, nous avons à la fois une baisse de la consommation pétrolière mondiale et une forte chute des prix. Les résultats affichés par ces compagnies pour le premier semestre 2020 sont de mauvais résultats et plusieurs de ces compagnies ont annoncé des programmes de réduction des investissements, de réduction des coûts et de suppression d'emplois.
Ça, c'est le court terme. C'est lié bien sûr à la pandémie de Covid-19 et cela frappe de plein fouet l'industrie pétrolière en 2020-2021. Dans le moyen et le long terme, en termes stratégiques, plusieurs compagnies pétrolières veulent devenir des compagnies énergétiques. Cela veut dire pétrole, gaz naturel, comme aujourd'hui, plus énergie renouvelable et souvent électricité. C'est d'ailleurs surtout le cas de grandes compagnies pétrolières européennes telles que BP, compagnie britannique, Royal Dutch Shell, groupe anglo-hollandais, Total, groupe français, Eni, groupe italien, etc. Ces compagnies remarquent que les énergies renouvelables, notamment éolien, solaire, biomasse, connaissent une croissance très rapide au plan mondial et se développent beaucoup dans la production d'électricité, même si elles représentent aujourd'hui encore une petite part de la consommation énergétique mondiale qui reste largement dominée par les trois énergies fossiles qui sont par ordre décroissant le pétrole numéro 1, le charbon numéro 2 et le gaz naturel numéro 3. Alors, M. Mchraoui, une expression qu'utilise Francis Perrin, c'est d'être une compagnie énergétique. Maintenant, on a perdu un grand projet, le Desertec. Donc, Sonatrach pouvait materner ce projet et être aussi une compagnie énergétique. Attention, le projet Desertec, c'est un projet qui avait un objectif qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. L'objectif de ce projet, au départ, c'était que les initiateurs du projet fournissent ou bien financent les équipements et l'Algérie va, avec la production de l'électricité, de l'énergie solaire, va économiser du gaz qui serait destiné plus à l'exportation. D'accord. Le problème qui se posait avec le Desertec dans le temps, c'est que les coûts pour les énergies renouvelables étaient trop élevés. Et donc, l'équilibre recherché à travers cette formule, donc ramener des équipements, vendre du gaz, était défavorable à l'Algérie. Donc, le projet Desertec, c'est un projet qui pour moi, était utopique. Aujourd'hui, carrément. Ah oui, pour moi, c'est comme ça. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Ça, c'est mon point de vue personnel. D'accord. Donc maintenant, l'Algérie a décidé d'une nouvelle stratégie depuis 2011, avec un programme pour les énergies renouvelables, avec une vision sur la production de l'électricité à l'horizon 2030, à hauteur de 27 ou presque 30% d'électricité à partir des ENR. Ça, c'était sa première, la vision du projet ENR Algérie, décidé en 2011. Et avec une extension de ce projet pour produire 10 000 MW destinés à l'exportation. Bon, ce projet a été revu en 2015 et il s'est recentré sur les besoins de l'Algérie uniquement. Donc sur les 22 000 MW à produire à l'horizon 2030. Malheureusement, nous avons du retard. Nous avons beaucoup de retard. Est-ce que nous avons un retard ou là c'est le lobby pétrolier algérien qui bloque? Non, 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 non. Il n'y a pas de lobby pétrolier? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que les besoins de l'Algérie, de la consommation nationale, ne font qu'augmenter. Et de toute façon, il serait préférable de produire de l'énergie fossile, des ENR, donc des énergies renouvelables, le plus tôt possible serait le mieux. Maintenant, pour faire la comparaison avec les sociétés pétrolières internationales, Sonatrach a également un objectif dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle a pratiquement dans ses projets, dans sa vision, la réalisation de 1700 MW, d'abord pour ses besoins propres, à partir bien sûr des énergies renouvelables, ce qui est très important comme projet.
Je reviens donc au projet national. Bon, il a pris du retard. Nous avons, à ce jour, pratiquement, nous n'avons que 400 mégawatts qui sont réalisés sur un projet de 22 000. On se rappelle de l'appel d'offres qui a mis 2 ans pour sortir. On va dire 22 000 mégawatts, Radio 400. Non, les 400, ils sont réalisés, ils ont été réalisés. Et c'est pour les partenaires nationaux, c'est pas pour les partenaires étrangers. Non, non, c'était pour la... Maintenant, les énergies renouvelables, c'est bien. Là, d'ailleurs, l'État vient de mettre en place un ministère de la transition énergétique, avec comme objectif justement de favoriser ou bien de favoriser le développement des énergies renouvelables. Maintenant, un autre point de vue personnel, c'est que les énergies renouvelables, avec les énergies renouvelables, nous avons une chance extraordinaire. C'est que la réalisation des énergies renouvelables peut être faite avec de petits projets, à l'échelle du citoyen. Et je pense que c'est c'est cet avantage-là qu'il faudrait prendre en considération et que l'État encourage le citoyen à mettre sur son toit des panneaux solaires pour réduire, soit pour produire de l'électricité dont il a besoin à 100% ou à 50% ou à 30%, etc. Donc, contrairement aux projets, par exemple, des énergies fossiles, hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole, gaz, etc., qui nécessitent des investissements très lourds. Et aujourd'hui, le plan de développement de Sonatrach, sur le plan, donc, dans sa vision pour les 5 prochaines années, a été revu à la baisse. Parce que la crise du Covid a entraîné donc une réduction des revenus du pays, et qui dit réduction dit automatiquement coupe sur le budget. La Sonatrach, qui avait prévu 80 milliards de dollars à investir sur 5 années, est revenue à un niveau pratiquement de 30 ou 40, 50 milliards simplement. Donc elle a réduit. Et donc ça va avoir des conséquences au-delà, par exemple, de 2030 sur le développement du pays. Parce que si on ne fait pas aujourd'hui un projet, eh bien, demain, on n'a pas de résultat. Donc, la question des énergies renouvelables, elle est au cœur de la stratégie du pays, mais malheureusement, elle a besoin d'argent. Et si on n'a pas d'argent, on ne pourra rien faire. C'est dommage, avec 30 000 heures d'ensoleillement chaque année, on ne peut rien faire. On a un désert extraordinaire. C'est vraiment dommage. Hein, c'est que les gens ont le rêve d'investir en Algérie, sauf que il faut une autre approche pour attirer les IDE. Sauf l'investisseur, qu'il soit national ou étranger, il part sur un objectif. Son objectif, c'est de faire un projet rentable. Si le projet n'est pas rentable, il ne le fait pas. Et personne ne fera de projet non rentable. C'est logique. D'accord. Ouais. Maintenant, faire un projet ENR en Algérie, pour l'instant, compte tenu du prix de l'électricité qui est appliqué au niveau national, bon, le projet ne sera pas rentable. Un projet ENR ne sera pas rentable pour un investisseur. S'il doit, bien sûr, vendre l'électricité produite avec les prix pratiqués. Donc nous devons réviser cette situation et l'État doit revoir probablement, bien sûr, il faut équilibrer. Il faut équilibrer de façon à ce que le citoyen ne soit pas lésé, ce côté prix, parce que si on augmente le prix de l'électricité, automatiquement ça va impacter ses moyens, donc c'est difficile. Mais entre-temps, il faudrait que le prix soit également raisonnable, de façon à ce que les investisseurs puissent avoir une rentabilité. Vous savez, Sonalgaz, actuellement, elle est subventionnée. Si Sonalgaz n'est pas subventionné, ben c'est une société qui part en faillite. Donc, les ENR, c'est un problème de financement. Nous n'avons pas beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est un problème de coût de vente de l'électricité. Et de savoir-faire. Et de savoir-faire. Le savoir-faire, nous avons quand même des compétences algériennes qui peuvent. Ce n'est pas sorcier. J'ai dit que les ENR, nous avons la chance avec les ENR d'en faire des petits projets. À la Belgique, si par exemple nous avons 7 millions de logements aujourd'hui, si on prend simplement 1 million, 1/7 de ces logements-là, qu'on alimente à travers les ENR,
eh ben, c'est un gain extraordinaire en matière Non, de... mais d'autres problèmes viendront se greffer, tels que comment moi je vois mal un citoyen aller chercher ses panneaux voltaïques ou avec quel soutien, avec quelle pédagogie, avec ça c'est un peu lourd, même psychologiquement, de faire un substitut d'énergie comme ça du jour au lendemain. Il faut que l'État aide, que l'État investisse dans le projet, que ce soit solaire ou l'énergie renouvelable. Voilà. Aujourd'hui, le citoyen n'est pas intéressé par les énergies renouvelables pour une raison très simple. C'est que le coût de l'électricité, ce qu'il paye, lui, c'est vraiment c'est très faible c'est ça, mais il viendra le jour, où il faudrait penser aux générations futures. Aujourd'hui, l'État, s'il veut vraiment encourager le citoyen à s'équiper en moyens pour dégager ou bien pour produire sa propre énergie, ben, il faudrait qu'il mette la main à la pâte. Quoi. Il faudrait qu'il subventionne le citoyen, comme il le fait actuellement pour le Bina al-Rifi. Il doit encourager. Monsieur Mchelaoui, on a commencé par le pétrole, on va finir par le pétrole avec une dernière question qui a été posée à monsieur Francis Perrin concernant l'analyse du choc de l'offre et du choc de la demande. Après, on revient tout de suite pour clôturer le débat avec votre permission. Cette pandémie a en effet poussé de nombreux gouvernements à restreindre les déplacements de leur population. Ce sont les politiques de confinement qui, à un moment donné, au second trimestre, ont touché plus de 4 milliards de personnes à travers le monde. Lorsque l'on confine des populations, ces populations ne se déplacent plus, donc elles consomment beaucoup moins de carburants pétroliers, et donc le monde consomme beaucoup moins de pétrole. Et c'est ce qui s'est passé. On estime que sur l'année 2020, la demande pétrolière mondiale devrait baisser sans doute d'à peu près 10%, mais sur le second trimestre 2020, la consommation pétrolière mondiale a sans doute baissé d'au moins 20%, ce qui est considérable, et c'est sans précédent depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment le choc de la demande qui est la caractéristique la plus particulière de cette crise pétrolière majeure de 2020 par rapport à d'autres crises pétrolières récentes ou moins récentes, 2014-2016, second semestre 2008, fin des années 1990, etc. Il y a eu aussi un choc de l'offre, ou en tout cas un début de choc de l'offre. On se souvient qu'en mars, les pays de l'OPEP, 13 pays, et 10 pays non OPEP, dont la Russie, ont essayé de se mettre d'accord pour réduire leur production, pour justement éviter que cet effondrement de la demande ne se traduise, ce qui s'est quand même passé, par un effondrement des prix du fait d'une surproduction pétrolière massive. Mais on se souvient également que le 6 mars, la Russie avait refusé les propositions faites par l'OPEP et que cette réunion de l'OPEP+, comme on dit souvent, donc 13 pays OPEP plus 10 pays non OPEP, donc 23 pays, s'était terminée par un échec cuisant et que les prix avaient donc continué à baisser après le 6 mars. Suite à ce rejet de la Russie, l'Arabie saoudite a annoncé qu'à partir d'avril 2020, elle augmenterait massivement sa production de pétrole, lançant donc ainsi une guerre des prix contre la Russie et contre d'autres pays producteurs en vue de préserver ses parts de marché, et ce qui a fait encore plus chuter les prix du pétrole. Voilà, M. Mchelaoui, il dit que voilà, c'est l'Arabie saoudite qui est en cause. Mais moi, j'ai une autre théorie, c'est-à-dire le choc de l'offre a commencé bien avant la pandémie, puisque les États-Unis ont imposé leur gaz de schiste et ont baissé les prix. Qu'en pensez-vous? Il est clair que les États-Unis ne respectent aucune condition de l'OPEP. C'est connu, donc ils n'ont rien à voir avec les décisions de l'OPEP. Ce qui intéresse les États-Unis, c'est de vendre le maximum et de développer l'industrie pétrolière. Ils ont réussi puisqu'ils sont devenus pratiquement premier producteur mondial. Donc, ça, c'est les États-Unis. Maintenant, cette année, c'est vrai qu'on n'a pas vu venir
les conséquences du Covid. On ne les a pas vus venir en mars, à la réunion de mars, parce que à la réunion du 6 mars, la demande faite pour la Russie, c'était de diminuer de quelques milliers simplement de barils. Je crois que l'objectif était de diminuer toute la production globale OPEP+, de moins de 2 millions de barils. Et on s'est retrouvé avec une pandémie qui a pratiquement bouleversé la donne et la demande mondiale a baissé d'une manière drastique. Il a fallu passer à une réduction de 9 millions de barils sur une production de 90 millions. Donc c'est les 10% dont il parle. Et il y a eu la décision par la suite OPEP+, y compris bien sûr de certains pays qui n'étaient pas dans l'OPEP+, pour qu'il y ait la réduction. Et on a buté sur un problème, celui du Mexique par exemple, qui n'a pas respecté le quota demandé en ce qui le concerne. Et au lieu d'arriver à 10 millions de barils, on est descendu à 9 700 000. Donc les efforts finalement pour rééquilibrer le marché, il a fallu, moi j'ai appelé ça la création d'une OPEP 2+, mais plus, où les États-Unis siégeraient également à la table. Parce que, de toute façon, tout le monde est convaincu. Et même les discussions au niveau des États-Unis, entre les sociétés pétrolières là-bas, même si elles n'ont pas abouti, mais il y avait des discussions pour coordonner la réduction. Donc voilà le problème. Donc le choc, il a touché tout le monde. Et tout le monde était parti dans une direction de faillite. Et donc ils se sont entendus, tout le monde implicitement, ils se sont entendus pour aller vers la faillite. Et il a fallu par la suite réagir avec beaucoup de tact pour essayer de rééquilibrer, ce qui a permis au prix du baril de remonter. Aujourd'hui, il tourne autour de 45-46 $. Et c'est insuffisant. Merci beaucoup, M. Mchraoui, de m'avoir honoré. Merci à notre invité aussi, Francis Perrin, qui a bien voulu répondre à nos questions. Enfin, le pétrole, j'allais dire, beaucoup le qualifient de malédiction. Peut-être que c'est vrai. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Algérien doit, sans être moralisateur bien sûr, doit trouver d'autres ressources, doit s'orienter ou se tourner vers le travail, vers la production. C'est la seule garantie à une souveraineté durable, doit désenclaver le Sud. Ah, M. Mchraoui, parce qu'on a un Sud immense, un ensoleillement pratiquement 10 mois sur 12. Ce qui nous manque, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de travail. Je remercie toute l'équipe qui est derrière la caméra et qui font tout pour que cette émission soit réussie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, un autre thème. Et en attendant, je vous dis au revoir.